Hello ho! Aujourd'hui, je vais vous parler de mes animes 2021, les animes qui ont marqué, les coups de cœur et les déceptions également. Cette fois-ci, j'essaie de faire la vidéo d'un point de vue plus éloigné, je ne sais pas si ça va fonctionner ou pas. Ça va être assez court parce que je n'ai pas tant d'animes que ça qui m'ont marqué cette année. Si je réfléchis bien, il y en a probablement deux qui ressortent plus que les autres. Le premier d'entre eux, et c'est peut-être celui qui va susciter le plus de désaccords, c'est Boruto, notamment l'adaptation de l'arc Kara que j'ai trouvé incroyable. La partie manga, donc la version papier, était déjà de qualité, mais l'anime se charge de sublimer le manga sur absolument tous les points, que ce soit l'histoire, le développement des personnages, l'intensité émotionnelle, tout est mieux, tout simplement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le studio Pierrot est un très bon studio en matière d'adaptation d'animes long fleuve. Je pense évidemment à Boruto, mais auparavant il y a eu Naruto, mais il y a eu également Bleach. En général, ils font en sorte d'appliquer une animation Sakuga aux moments les plus importants. Ici, pour l'arc Kara, c'est le cas, même si certaines joutes auraient mérité d'être mieux animées. Quoi qu'il en soit, c'est assez incroyable. J'ai été pris par toutes sortes d'émotions, que ce soit la trame, l'écriture, les arcs narratifs, mais aussi la dramaturgie. Tout est réussi dans cet arc, c'est la première fois que l'on prend conscience de la noirceur des événements qui s'apprêtent à dévouler sur Konoha, les autres grands pays, mais aussi le reste du monde. On explore davantage les ramifications des nouveaux ennemis, les Otsutsuki, soit cette espèce qui avait été introduite à la fin de Shippuden de manière plutôt rushée. Et ici on comprend à quel point ces extraterrestres à l'origine du chakra et de l'ère des shinobi sont capables du meilleur et surtout du pire. Je ne vous cache pas avoir versé ma petite larmichette à plusieurs reprises. De manière générale, j'ai toujours apprécié Boruto. Dès le premier épisode, j'ai compris, j'ai assimilé le fait que nous étions dans un contexte de paix, qu'il n'allait pas se passer grand chose en termes de péril probant, et c'est le cas, mais en termes de character building, en termes de développement des personnages, c'est extrêmement réussi à mon sens. Pour peu que l'on soit attaché au Naruto lore, Boruto est excellent et s'offre le luxe d'être meilleur que son prédécesseur, notamment les protagonistes féminines. Masashi Kishimoto avait lui-même admis qu'il n'était pas très doué en matière d'esquisse de personas féminines. Le deuxième anime qui m'a le plus marqué cette année et qui suscitera probablement davantage d'approbation de toutes et de tous, c'est To Your Eternity, un anime ébouriffant, très poignant, très émotionnel également. Pour peu que vous soyez sensible, To Your Eternity est une œuvre particulièrement cathartique. Que ce soit en termes de visée morale, d'odyssée, de récit émotionnel, tout est narré de manière profondément humaine et tragique. Parfois on se doute de l'opprobre qui va surgir et pourtant on se retrouve démuni lorsqu'elle arrive bel et bien. Outre l'excellente écriture, la bande originale est sublime et la réalisation est aux petits oignons. Sans parler du travail impeccable des seiyuu, les doubleuses et doubleurs, je ne tiens pas à m'étendre sur l'histoire car elle fait partie intégrante de la surprise qu'est l'œuvre en elle-même. Sachez simplement que ça parle de vie, de mort, d'apprentissage, d'amour, de haine, de découverte, de folie, la vie à chaque étape de l'existence. Et c'est à peu près tout à vrai dire pour mes coups de cœur, j'en ai pas eu énormément, c'est assez triste en soi, mais bon, c'est comme ça. Notez que je ne place pas Arcane dans les animes, je le place plutôt dans les séries d'animation. Pour moi, un anime, c'est un dessin animé d'origine japonaise. On peut également trouver des animes coréens. Souvent, quand c'est le cas, quand il s'agit d'une adaptation animée d'une œuvre coréenne, le studio est souvent japonais. Par exemple, The God of High School est réalisé par MAPPA, qui est un studio japonais. Spoiler alert, Arcane est ma série incontournable de l'année 2021, il n'y a même pas de débat là-dessus, cette série est totalement folle. Mais revenons à nos moutons. Au niveau des animes que j'ai beaucoup appréciés mais qui ne m'ont pas non plus énormément marqué, Jujutsu Kaisen est assez fou, en termes de réalisation c'est le haut du panier, la musique incroyable, les seiyuu excellents, c'est une œuvre qui a d'excellents débuts et pourrait probablement marquer l'histoire de l'anime par la suite. L'animation est souvent de très haute facture, les personnages sont attachants, certains ont un charisme incroyable, Gojo notamment, toujours pour ma pas la saison 4 de Shingeki no Kyojin, très bonne et rien à dire en termes d'adaptation, en termes d'écriture, il y a une âme, il y a une envie du studio de proposer quelque chose. Malheureusement, je fais partie de celles et ceux qui sont plus ou moins déstabilisés par l'usage de la 3D. J'aurais préféré que le studio 8 continue son travail eu égard aux 3 précédentes saisons. Mais voilà, malgré la déception visuelle, bon nombre de passages cultes ont été réussis à mon sens. À voir comment la deuxième partie de cette saison 4 va se débrouiller. J'ai bon espoir, peut-être que MAPPA a eu plus de temps en termes de fignolage
fignolage. Et il faut savoir que la 3D en soi, ce n'est pas que je l'aborde. Il y a des animes ou des séries d'animation en 3D, Arcane typiquement, qui sont excellentes. À partir du moment où la direction artistique est là et que la technique permet une fluidité de tous les instants, je n'ai en général rien à redire. Quoi qu'il en soit, Shingeki no Kyojin est incontournable. La trame est l'une des plus complexes et passionnantes de l'histoire du manga. Hajime Isayama est à ce titre un véritable génie. À voir comment tout cela va se terminer, mais j'ai bon espoir. Toujours au niveau des animes que j'ai trouvé sympathiques, Beastars saison 2. La saison 1, pour le coup, je l'avais mis en coup de cœur, clairement. Ce concept de Zootopia, mais dans une vibe beaucoup plus dark, beaucoup plus adulte, beaucoup plus sinistre également. On la retrouve ici, notamment à travers le fameux tueur de thème, je crois. Et c'est réussi, toute cette partie-là d'enquête et de découverte du coupable est réussie. Malheureusement, là où ça pêche, c'est vraiment le dernier quart, les derniers épisodes, on a l'impression que tout est un peu précipité. Certains événements n'ont pas l'intensité émotionnelle qu'ils auraient dû avoir. Ça reste un incontournable. Regardez Beastars, regardez Beastars. Et puis le travail de Yaosobi dans la bande originale, maravilloso. Mushoku Tensei. Alors Mushoku Tensei, ça a été très compliqué au départ. J'avais beaucoup de mal avec le personnage principal qui était pas forcément sexiste, mais très pervers, très vicieux. Dans les premiers épisodes, c'est vraiment flagrant et on a beaucoup de mal avec ça. Enfin, en tout cas, j'ai eu beaucoup de mal. Mis à part ce problème-là, Mushoku Tensei est probablement l'anime de 2021 le plus réussi en termes de réalisation. Chaque épisode est de qualité Sakuga. C'est invraisemblable, c'est incroyable. La bande originale est sublime. On part dans un lore d'Heroic Fantasy, un isekai, soit un protagoniste qui meurt dans notre monde pour se retrouver réincarné dans un monde en général d'Heroic Fantasy. Ce qui est bien par rapport à d'autres isekai, c'est le fait que l'on ne gomme pas ce qui s'est passé avant. Tout le passé tragique, tout le passé compliqué du protagoniste ressurgit de temps à autre dans la trame du nouveau lore. Et petit à petit, on s'attache au personnage, l'univers est intéressant, le bestiaire est intéressant. Autant vous dire que j'attends la saison 2 au tournant. Tokyo Revengers, shonen de très bonne facture avec une belle histoire qui se narre de manière très fluide, mélange de guerre des gangs et de voyage dans le temps. Les personnages sont intéressants, certains protagonistes sont hyper charismatiques. Le personnage principal est un brin agaçant, très immature pour son âge. Passons. Le cliffhanger de fin est l'un des plus gros cliffhangers de l'année 2021 en matière d'anime. À suivre. Fruits Basket, la saison finale, bouleversante. Avec Nana, je considère que c'est le meilleur shoujo. Ça parvient à traiter de sujets de vie de manière à la fois brutale, frontale, mais aussi romantique, lyrique. C'est beau et triste à la fois et ça amène souvent à l'introspection. Rythme posé, distillé, mais le fond est là, avec un brin d'humour et d'amour. Black Clover, shonen classique mais bon, voire très bon. Le studio Pierrot a fait un excellent travail d'adaptation. Ça reste prévisible, mais l'action est souvent dantesque, spectaculaire. Certains personnages sont classe d'une manière ahurissante, ébouriffante. Le début est probablement l'étape la plus difficile à passer, mais une fois passé les deux premiers arcs, on tombe très vite dans la marmite magique de cette guilde aussi frappée qu'admirable. Dr Stone saison 2, toujours aussi atypique et génial. La science et son application dans un monde post-apocalyptique. Les personnages sont toujours aussi attachants, il y a une bonne dose d'humour, une pointe d'émotion également. Vivement la saison 3. Baki Hanma, toujours aussi jouissive, alors c'est rocambolesque, des muscles atrophiés ou apostrophiés, des muscles à gogo, de l'action en pagaille, toujours aussi incohérent mais on accepte, c'est la formule du jeu. Ceci dit, même dans son incohérence, cette saison-là, l'issue de certaines joutes paraît un peu... vous êtes sûr là ou... Quoi qu'il en soit, le visuel est là, ça frappe en plein dans les tripes. Et c'est tout ce qu'on demande. Vivement la prochaine saison. Stone Ocean, la 6ème partie, là on est sur la saison 1A, à savoir que Netflix a diffusé les 12 premiers épisodes. C'est toujours aussi déjanté, la direction artistique est incroyable, l'opening, alors l'un des meilleurs openings de tout JoJo's. Il me tarde de voir la suite et j'en parlerai probablement pour les animes de 2022. Shaman King, très très bon, certains le trouvent vieillot et à raison, c'est un ancien manga, mais je trouve que la philosophie de vie est très intéressante et mine de rien, c'est un manga qui parvient à surprendre de temps à autre, notamment eu égard à la construction de son némésis. Au niveau de mes déceptions, alors il n'y a pas eu de grosses déceptions cette année, donc c'est déjà 7 gagnés, mis à part la 4ème saison de Nanatsu no Taizai qui est un désastre. Je ne la classerai pas dans les déceptions parce que je n'en attendais pas grand chose de prime abord. La saison 3 était déjà catastrophique en termes d'adaptation, l'animation notamment, les dessins, on ne ressent aucune substance, on ne ressent aucune âme généralement, on a l'impression que les équipes d'animation n'ont pas eu véritablement le temps de se pencher sur cette œuvre de Nakaba Suzuki. A noter tout de même que la
version papier est elle aussi décevante à partir du dernier quart. On s'engonce dans un certain classicisme du shonen. L'amour et l'amitié parviendront à triompher de toute adversité. Oh please. Le méchant final, mais on pouvait pas faire plus cliché que ça. Je suis le plus puissant, je vais détruire le monde. Un peu de complexité, non? Autrement, j'ai presque envie de citer la dernière saison de My Hero Academia, mais ce serait injurieux par rapport à Nanatsu no Taizai. À vrai dire, la saison 5 de My Hero Academia est globalement réussie. Sauf qu'il y a un gros problème de proportion. À savoir que la première partie, c'est un arc de transition, bénéficie du plus d'épisodes. C'est très bien pour introduire toutes sortes de personnages secondaires qui n'avaient pas été vraiment développés jusqu'alors, sauf que le gros problème, c'est que la deuxième partie, qui est la plus importante en termes scénaristiques, est bâclée. Il aurait fallu au moins 4-5 épisodes de plus pour que l'on saisisse toute la dramaturgie de l'ensemble. C'est d'autant plus incompréhensible qu'on a eu un épisode filler, un épisode HS pour le premier arc. L'épisode est sympa, mais bon, enfin pourquoi vous avez fait ça si vous aviez plus de place pour la suite? Au-delà de ça, il est vrai que le studio Bones semble avoir moins d'attention, moins de temps en termes d'animation Sakuga sur les dernières saisons de My Hero Academia. Depuis la saison 4 notamment, c'est pas la splendeur de la saison 2 ou de la saison 3. J'espère que la saison 6 sera une sorte de gros reboot à ce niveau-là, parce qu'elle le mérite et que l'arc qui va suivre va être incroyable. La saison 2 de The Promised Neverland... Pourquoi ? Non seulement c'est rushé, non seulement la réalisation est au poire, mais ils se permettent d'enlever plein de passages hyper importants en termes scénaristiques. Ce qui est déprimant, c'est de voir à quel point la saison 1 était incontournable et cette saison 2 dispensable, mais à 1000%. Quand j'ai vu qu'ils avaient supprimé un arc hyper important et hyper passionnant du manga, non, sans moi. Et ce sera tout pour moi, j'espère ne rien oublier. On m'a recommandé Ranking of Kings, Sonny Boy également il me semble. J'ai commencé à regarder 88, alors ça a l'air sympa, je suis pas très méca. L'univers, les personnages ont l'air intéressants, donc je vais continuer à suivre. Et en ce qui concerne Kimetsu no Yaiba, la saison 2, j'en parlerai évidemment en 2022. Là on a eu quelques épisodes, on a eu l'arc du Mugen Train génial, le format épisodique était vraiment parfait. On s'attache davantage au protagoniste principal. Pour la saison 2, les 4 premiers épisodes sont très encourageants. J'ai l'impression que cette ambiance nocturne lumineuse de Yoki Awara, je crois, est particulièrement réussi. C'est un changement de décor qui pourrait faire beaucoup de bien à Kimetsu no Yaiba en termes de renouvellement. Et ce sera tout pour mes animes de 2021. N'hésitez pas à me dire les vôtres, vos coups de cœur, vos déceptions. Prenez soin de vous. Ciao ciao. Et bonne année!